Bonjour et bienvenue dans Let's Go Carp Fishing. Aujourd'hui on est en lac de barrage, on est à la fin de l'été ou tout début de l'automne, à vrai dire on est pile à cheval sur les deux. Et aujourd'hui on va pratiquer une pêche rapide, pêche de journée, donc pas de session, pas de bivy, pas de grosses installations, de cannes, un minimum de matériel. En fait il s'agit de ma pêche de cœur, c'est celle que j'ai pratiquée le plus souvent quand j'étais un petit peu plus jeune. La barbe n'était pas blanche à l'époque. Tout simplement parce que ça permet de pouvoir pratiquer à proximité de chez soi sans avoir besoin de s'installer pour plusieurs jours. Alors évidemment ça nécessite d'avoir des plans d'eau qui soient à proximité immédiate, mais ça permet surtout de pêcher des postes qu'on ne pêche pas habituellement en session, notamment tous les postes qui sont en zone de pêche de jour, puisque de plus en plus les zones qui sont dédiées à la pêche de nuit sont un peu, non pas squattées, mais on va dire très utilisées. Il y a beaucoup de pression de pêche dessus et ça laisse quand même pas mal d'endroits où on peut pratiquer la pêche de la carpe sur des postes qui ne sont pas forcément toujours les plus agréables. Aujourd'hui on est vraiment dans un endroit où il y a beaucoup de passages, beaucoup de gens qui se promènent, des bateaux, un restaurant, un camping, voilà. Mais ça permet de pouvoir exploiter certaines zones uniquement la journée et d'essayer de prendre quelques poissons. Je vous propose de regarder en détail ensemble comment j'aborde ces pêches-là, de cannes, des montages relativement simples, un amorçage le plus attractif possible qui va créer de l'attractivité, y compris sur les poissons blancs. Donc ça c'est un peu la contrepartie, mais d'un autre côté, c'est beaucoup moins déplaisant de prendre une brème comme celle qui est en train de secouer un petit peu ma canne en ce moment même, quand on est en pêche de journée et qu'on lance du bord, sans bateau, que lorsqu'on prend une brème à 300 mètres du bord après avoir déposé un montage. Allez, on voit ça en détail tout de suite, c'est parti! Le choix du poste, il est déterminant, encore plus quand on va pratiquer ces pêches de journée, parce qu'on est sur des spots qu'on connaît assez peu finalement, puisqu'ils sont délaissés des pêcheurs de carpe qui préfèrent aller s'installer en session pour plusieurs jours sur des zones réservées à la pêche de nuit. Là, on va être sur des parties où on va voir à la limite parfois des pêcheurs au cou, des pêcheurs de carnassiers, mais assez rarement. C'est des zones un petit peu qui rebutent le carpiste à première vue, parce que vous l'entendez, il y a des voitures qui passent, il y a du monde, il y a des promeneurs. Ce sont des zones d'activité humaine et d'activité de loisirs importantes, donc il y a quand même quelques nuisances. C'est pas forcément le plus simple ni le plus agréable pour pêcher, et ni non plus pour tourner une vidéo. Ça, je ne vous dirai pas le contraire. Ce que je fais généralement, c'est que j'utilise la saison hivernale pour prendre un maximum de photographies lorsque le niveau des lacs de barrage est assez bas. On a beaucoup de marnage lié à la production électrique, ce qui fait qu'on peut avoir, sur le plan d'eau où je suis aujourd'hui, parfois jusqu'à 15 ou 20 mètres d'eau en moins. Donc toutes les berges sont complètement découvertes et ça nous permet de pouvoir faire une cartographie entre guillemets du fond, repérer les zones intéressantes, particulièrement les zones qui sont trop encombrées, où il y a trop d'obstacles, parce que pour la sécurité du poisson, il est toujours préférable de ne pas aller se mettre dans un tas de rochers ou un tas d'arbres immergés. Donc on va repérer des routes noyées, des petites cassures, des zones de sable, au contraire des zones un peu plus molles, on va dire, au milieu de zones rocheuses, qui vont être, comme tous les changements de substrat, des endroits intéressants à pêcher. Donc cette banque photographique va nous servir à se constituer un peu notre carnet de spots pour ces pêches rapides. L'idée ensuite, c'est d'être opérationnel le plus rapidement possible. Donc moi je ne pêche qu'à 2 cannes. Quand je pêche sur ces spots, je préfère me concentrer et les placer correctement sur des endroits que je connais bien, plutôt que de pêcher à 4 cannes et de m'éparpiller un petit peu. Ensuite, je vais essayer de créer une attractivité importante par l'amorçage, donc un amorçage composé de pelés, d'un morceau de bouillette broyée. Il peut y avoir également des particules, du maïs doux. Voilà. On va essayer d'attirer un peu toutes les espèces de poissons blancs dans un premier temps, avec en contrepartie la possibilité de prendre parfois pas mal de brèmes sur la journée, mais encore une fois, c'est pas grave. Je reste complètement convaincu que le fait d'attirer les poissons blancs, et ça on l'observe quand on pêche à l'anglaise, quand on pêche au cou ou quand on pêche au feeder, on prend les plus petits poissons premiers et petit à petit les gros poissons vont rentrer et les carpes finissent toujours par rentrer sur cette tache olfactive qui a été créée, qui va également attirer des écrevisses, et on sait que les carpes en sont particulièrement friandes. Voilà pour l'approche globale. Maintenant, ce que je vous propose de voir en détail, c'est le montage et les bas de ligne que j'utilise pour ces pêches rapides.
Généralement pour toutes mes pêches rapides, que ce soit d'ailleurs en lac de barrage et souvent également en plan d'eau, je vais opter pour des bas de ligne rigides, montés en fluorocarbone et plus particulièrement très souvent pour un montage des rigs. Alors pourquoi? Plusieurs avantages. Déjà, l'utilisation du fluorocarbone permet d'avoir donc une belle rigidité qui fait qu'on peut utiliser simplement une èche sans aucun autre artifice, lancer du bord et être sûr à 99,9% que le montage ne sera pas emmêlé, parce qu'il n'y a rien de plus détestable que de remonter son montage en fin d'après-midi quand on a pêché quelques heures et de se rendre compte que finalement on n'a pas pêché. Donc vous voyez, cette rigidité-là va permettre au montage de se positionner et de se déplier, on va dire, lorsque le plan va se poser le plus loin possible du plan avec un montage bien tendu. Deuxième avantage, le fluorocarbone est invisible dans l'eau, donc ça permet d'avoir une certaine discrétion et rien n'empêchera éventuellement de piquer une petite chaussette soluble, on en reparlera, que j'utilise qui a la particularité d'avoir une petite fixation avec un nœud greener sur la hampe pour éviter d'avoir à repasser 3 fois, comme c'est le cas avec un montage d'éric classique, le fluorocarbone dans l'œillet de l'hameçon. Pourquoi? Parce qu'on va essayer d'utiliser un fluorocarbone le plus résistant possible, parce qu'on est quand même en lac de barrage, donc on va être sur des tailles en 20-25 livres minimum, et qu'avec certaines tailles d'hameçon, l'œillet étant petit, on a du mal à finaliser le montage à la fin. Là, avec cette variante, on ne le passe que 2 fois. On regarde ça tout de suite. Pour réaliser notre variante du derrick, on va avoir besoin, dans un premier temps bien sûr, d'un hameçon. Ici on taille 4, donc des hameçons de forme incurvée. Voilà, donc avec une rampe qui est courbe et une pointe droite et un œillet qui est légèrement entrant. On aura besoin bien évidemment de fluorocarbone, ici en 25 livres pour 45 centièmes, puisqu'on est en lac de barrage, donc on a besoin d'avoir une résistance qui soit correcte. Des petits inserts en tungstène qu'on placera sur notre fluorocarbone et qui coulissent à peu près, alors non pas librement mais très facilement, et qui nous permettront d'équilibrer éventuellement une èche flottante si on souhaite en utiliser une. Et enfin donc un micro-émerillon, donc je ne sais plus de quelle taille il s'agit, est-ce que c'est peut-être taille 11, voilà, qu'on positionnera sur la partie en D de notre derrick pour fixer notre èche. Donc dans un premier temps, il nous faut un brin de fluorocarbone d'environ 30 cm et on va prendre notre hameçon en positionnant donc l'œillet entre nos 2 doigts et en mettant l'une des 2 extrémités dans ce sens, comme ceci, en la faisant dépenser à peine. Là, on va former une petite boucle, voilà, comme ceci. On pince le tout et on va faire passer notre fluorocarbone à l'intérieur de cette boucle 3 ou 4 fois. En serrant bien à chaque fois pour que ça reste en position. Voilà, on positionne bien les spires et on tend à chaque fois et on fait ça encore 2 fois. Voilà, quand on a fait ça 3 fois, on pince et on va venir tirer le petit brin qui se trouve au niveau de l'œillet, comme ceci, de façon à serrer notre boucle. Vous voyez. Et on va la serrer le plus fort possible, bien évidemment. En fait, c'est le principe du nœud greener. Voilà, nous permet d'avoir quelques spires sur la hampe, comme ceci. On va le positionner à peu près en face de la pointe de notre hameçon, ici. À ce stade-là, on utilise notre petit émerillon que l'on va passer sur notre grand brin de fluorocarbone et il va venir contre le nœud, ici. Et on termine en passant ce brin dans la boucle, dans l'œillet de l'hameçon, pardon. Voilà. À ce stade, on va bien évidemment couper l'excédent de notre nœud greener qui ne nous sert à rien, donc en le coupant pratiquement en ras, comme ceci. Voilà. Et vous voyez qu'on a bien un dé qui est formé. Donc ce dé, on va
le régler de la taille que l'on souhaite. Voilà, comme ceci, de façon à avoir notre micro-émerillon qui coulisse librement sur cette partie-là. Une fois qu'on a défini la taille du dé que l'on souhaite, on pince et tout simplement, on va réaliser un nœud sans nœud en faisant 7 à 8 spires autour de la hampe, comme ceci. Et en revenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez réenrouler dans l'autre sens par-dessus les premières spires en faisant 1 ou 2 tours. Voilà, ça va bloquer, ça évitera que le nœud ne puisse coulisser. Il ne nous reste plus qu'à repasser notre nylon dans l'œillet de cette façon. Voilà, on voit que notre dé est parfaitement formé et que notre émerillon coulisse de façon assez libre. Donc on va ajouter à ce stade donc notre petit sinkers, donc classique, ça fonctionne un petit peu comme les stop flottes qu'on peut utiliser pour équilibrer et bloquer un flotteur. On le passe dans la boucle, on le fait coulisser comme ceci, hop, il passe par dessus et on vient le positionner à l'endroit souhaité. Voilà, donc à peu près 4-5 cm éventuellement, sachant que vous pourrez le positionner facilement comme vous le souhaitez. Donc voilà notre dé qui est prêt et maintenant on va pouvoir écher notre appât. Pour écher notre dé rig, qui est ici donc monté sur un clip plomb tout à fait classique. Donc voilà, celui-là, c'est pas celui que je viens de vous montrer, c'est celui qui pêche depuis ce matin et qui vient de prendre une nouvelle brème pour l'instant, en espérant que les carpes arrivent. Donc on va avoir besoin d'utiliser du fil dentaire, voilà, le bait floss, comme disent les Anglais. Donc on va en utiliser un morceau de, on va dire une douzaine de centimètres à peu près, comme ceci. Et ce bait floss, on va le passer dans la boucle de l'émerillon, en le dédoublant et en laissant 2 brins qui feront sensiblement la même taille. Voilà. Ensuite, on va écher nos bouillettes. Donc là, ici, je vais utiliser 2 bouillettes denses de 14 mm, mais ça pourrait très bien être un bonhomme de neige ou un appât flottant, peu importe. Donc, on èche sur notre aiguille nos 2 bouillettes. On reprend notre brin. Voilà, en laissant, comme je l'ai dit, 2 brins de même taille. Et on va passer la première bouillette sur le fil qui est dédoublé. Donc ensuite, il suffit de tirer comme ceci et de faire coulisser. Et on reproduit l'opération de la même façon avec notre deuxième èche. Voilà. Donc à ce stade, on va pousser la bouillette qui est la plus proche de l'hameçon pour la faire rentrer sur la partie haute de notre émerillon, comme ceci. Voilà, donc elle est donc bloquée, il n'y a aucun souci. On amène la deuxième en butée. Donc on n'a plus besoin de notre aiguille pour l'instant. Et on va réaliser dans un premier temps juste un nœud. Tout simple, qu'on ne va pas serrer complètement. Voilà, on va laisser un petit millimètre, comme ceci, pour pouvoir passer donc un petit stop appât, tout à fait classique, dans ce nœud. Voilà, c'est là où il ne faut pas avoir oublié ses lunettes, bien évidemment. Voilà, une fois qu'elle est dedans, on serre, comme ceci. Et on va faire maintenant 2 ou 3 nœuds supplémentaires pour bien sertir donc notre stop appât avec notre fil dentaire. 2 suffisent, généralement j'en fais 3, c'est un peu les habitudes ou la superstition, mais ça tient très bien, rassurez-vous, j'ai jamais perdu un appât monté de cette façon. Voilà. On va couper à quelques millimètres, et à ce stade-là, on va utiliser donc tout simplement notre briquet pour faire fondre délicatement l'excédent et appuyer, ce qui va sertir, voilà, une sorte de thermocollage. Et notre échage est terminé. Donc vous voyez, on a un montage qui a une présentation qui est assez agressive, qui va pouvoir être utilisé aussi bien pour des appâts denses que pour des appâts décollés type bonhomme de neige ou des appâts neutres. Et éventuellement, si on veut pêcher avec une bouillette flottante, donc on fait coulisser notre petit sinkers
à la taille souhaitée, on rajoute un peu de pâte et on aura un montage qui sera décollé. Voilà, très simple, très efficace, ça ne s'en mêle pas et ça présente parfaitement nos appâts.